Une écothérapeute rencontre Madame Roberge, une femme de 42 ans atteinte de la maladie de Menière, pour une évaluation. Elle présente entre autres des pertes d'équilibre, des vertiges, de l'acouphène et une perte de l'audition sensorielle unilatérale. La consultation a pour but d'aider Madame Roberge à s'engager dans des activités signifiantes comme son travail de façon sécuritaire, que nous enseignent les neurosciences. Dans la maladie de Menière, les modifications de la pression et du volume de l'endolymphe labyrinthique, qu'on appelle l'hydrops endolymphatique, affectent la fonction de l'oreille interne. L'oreille interne est constituée du labyrinthe qui est l'organe de l'audition et de l'équilibre. Il y a le labyrinthe osseux et membraneux. On distingue deux parties au labyrinthe, qui sont la cochlée et l'appareil vestibulaire, qui est lui-même constitué du vestibule et des canaux semi-circulaires. L'hydrops est une dilatation du labyrinthe membraneux. Il débute à l'apex et peut s'étendre progressivement vers la base de la cochlée. Il peut ensuite gagner la sacule qui se dilatera contre l'utricule, les canaux semi-circulaires et la patine de l'étrier. La valvule utrico-saculaire semble protéger l'utricule qui est moins souvent atteint. Suivant cette définition, nous allons définir chacune des parties de l'oreille interne qui peut être atteinte par l'hydrops. Pour continuer, le labyrinthe membraneux baigne dans le périlymphe du labyrinthe osseux et contient l'endolymphe. Il est séparé en deux parties, le labyrinthe membraneux postérieur qui est destiné à l'équilibration et antérieur qui est consacré à l'audition. Dans la cochlée, le labyrinthe membraneux est représenté par la canal cochléaire qui suit les tours d'hélice. Il contient de l'endolymphe et est délimité par la membrane bacillaire et de Rester et le ligament spiral. Sur la membrane bacillaire se trouve l'organe de Corti. Depuis l'apex de la cochlée se trouve dans la partie centrale de l'hélice, alors que la base est où qu'on reçoit les ondes. Les sacules et l'utricule sont les deux organes du vestibule qui ont pour rôle de fournir de l'information sur les déplacements de la tête par rapport à la gravité. Le sacule a pour rôle de donner de l'information sur les mouvements médiolatéraux et verticaux du corps, alors que l'utricule a un rôle dans les mouvements antéro-postérieurs du corps, comme se pencher vers l'avant, et les déplacements horizontaux du corps, comme avancer et freiner en voiture. Les canaux semi-circulaires sont composés de 3 canaux orientés à 90 degrés l'un par rapport à l'autre et remplis d'endolymphe, qui permet de détecter les mouvements de rotation de la tête. En effet, il y aura une transduction de signal mécanique qui va défermer la cupule par le déplacement de l'endolymphe, ce qui transformera le signal mécanique en signal électrique par les cellules ciliées. Selon la direction du mouvement des cils, le signal électrique va être soit augmenté, soit diminué par rapport à sa fréquence de décharge de base. L'importance de la surdité semble être corrélée à l'importance de l'hydrops. Quand il est localisé à l'apex, ce sont plutôt les fréquences graves qui sont touchées, alors que quand il s'étend sur toute la longueur de la cochlée, les fréquences aiguës sont aussi atteintes. Cette différence de détection de son dans la cochlée s'explique par sa forme qui diffère en proximale et en terminale, ce qui lui confère des propriétés mécaniques qui diffèrent sur sa longueur. Pour une fréquence de son déterminée, seules les cellules ciliées d'une région particulière seront activées. Dans la cochlée, l'organe de Corti n'a pas de lésion caractéristique, mais on peut observer une perte de cellules ciliées, une atrophie des cellules de soutien, une distension ou une atrophie de la membrane tectoriale et une dégénérescence des premiers neurones. Dans la cochlée, on retrouve l'organe de Corti, qui est l'organe de la perception sensorielle. On y retrouve les cellules ciliées externes, internes et les cellules de soutien. Ici, la différence est que seules les cellules ciliées internes assurent la transduction de l'excitation mécanique en signaux nerveux interprétables par les centres auditifs cérébraux. Le couplage mécanique des cellules ciliées externes avec les membranes bacillaires et tectoriales permet une amplification de la stimulation sonore par un mécanisme actif. La maladie de Menière est un trouble de l'oreille interne qui entraîne 3 principaux symptômes. Les crises de vertige sont soudaines et durent généralement entre 1 et 6 heures, mais peuvent aller jusqu'à 24 heures. Ces crises s'accompagnent de nausées, de vomissements, de transpiration, de diarrhée et de déséquilibre à la marche. Les acouphènes peuvent être constants ou intermittents et sont décrits comme des bruits de ronflement ou de bourdonnement. Ils sont suivis d'un épisode de perte d'audition dans les basses fréquences et pour une seule oreille. Entre les crises, ces symptômes disparaissent. Cette période sans symptômes peut durer plus d'1 an, mais quand la maladie progresse, la surdité devient permanente pour toutes les fréquences. Et les acouphènes peuvent être continus. Cette maladie affecte 0,2% de la population et touche en majorité les gens âgés entre 20 et 50 ans. La population caucasienne et latino-américaine est la plus atteinte en comparaison avec la population africaine. Elle touche plus les femmes avec un ratio de 1,3 à 4,3 femmes pour un homme.
La maladie de Ménière est causée par une modification du volume et de la pression de l'endolymphe labyrinthique. La cause de cette accumulation de liquide dans l'oreille interne demeure inconnue. Cependant, on sait que les gens ayant des antécédents familiaux de la maladie ont plus de chances de l'avoir à leur tour. De plus, ceux qui ont une maladie auto-immune préexistante, des allergies, des migraines, une infection, un traumatisme crânien ou de l'oreille et même dans de rares cas la syphilis sont plus à risque d'avoir la maladie. Le stress et les événements imprévus ont une influence sur la fréquence et l'intensité des crises. Beaucoup d'examens sont faits pour exclure d'autres pathologies probables. Entre autres, une IRM cérébrale est nécessaire pour exclure une tumeur du conduit auditif interne, une malformation anatomique de l'oreille interne ou une pathologie inflammatoire active. De plus, selon les symptômes ressentis par les patients, il est possible d'envisager d'autres pathologies telles que montrées sur le tableau ci-dessous. Il existe 3 types de diagnostics de maladie de Ménière, soit certaines, probables et retardées. La maladie de Ménière certaine est diagnostiquée quand un patient a eu au moins 2 crises spontanées de vertige rotatoire d'une durée de 20 minutes à 12 heures et une perte auditive neurosensorielle unilatérale dans les basses et moyennes fréquences documentée par un audiogramme tonal. Elle est de type probable si un patient a des vertiges typiques associés à des symptômes otologiques fluctuants. De plus, la surdité neurosensorielle n'est pas objectivée. Dans le type retardé, la surdité neurosensorielle précède l'apparition des symptômes vestibulaires de plusieurs mois à années. Pour commencer, il est important de savoir qu'il n'existe pas de traitement permettant de guérir la maladie de Ménière de façon définitive, ni de ralentir la progression de la perte auditive. Le traitement des crises vise à soulager les symptômes et il est mis en œuvre de manière progressive. Donc, on commence par les mesures qui sont les moins invasives. On débute donc avec les traitements médicamenteux. Ceux-ci permettent de soulager les symptômes pendant les crises afin de mieux vivre avec la maladie. Il y a 3 types de médicaments qui sont utilisés. Premièrement, il y a les antiémétiques qui permettent de minimiser les symptômes gastro-intestinaux, dont les vomissements. Deuxièmement, il y a les anxiolytiques comme les benzodiazépines qui permettent le repos du système vestibulaire et donc de diminuer sa sensibilité. Et puis troisièmement, il y a les antivertigineux ou les antihistaminiques qui aident à diminuer le vertige, celui-ci étant le symptôme le plus invalidant. Ensuite, il y a les traitements de fond dont le but est d'améliorer la qualité de vie en diminuant la fréquence et l'intensité des crises de vertige et en prévenant autant que possible la détérioration de l'audition. Malheureusement, aucun traitement ne s'est avéré efficace chez toutes les personnes atteintes. Ils comprennent les médicaments diurétiques et les vasodilatateurs sur ordonnance qui incitent les reins à excréter davantage de liquide, l'injection de la gentamicine à travers le tympan jusque dans l'oreille interne atteinte où elle détruit les tissus. Ainsi, le cerveau ne reçoit plus les signaux d'équilibre contradictoires qui causaient les vertiges. Cependant, il y a 20% de risque qu'il y ait une détérioration de l'audition en raison de la toxicité. Il y a également l'injection de corticostéroïdes et l'utilisation du meunier que l'on pose à l'entrée de l'oreille. Il y a également la modification du style de vie, comme avoir des bonnes nuits de sommeil, une alimentation à faible teneur en sel et l'abstinence d'alcool, de tabac et de caféine qui permet d'éviter ou de réduire l'incidence des crises. Je vais maintenant aborder les interventions en ergothérapie qui pourraient être utilisées avec Madame Roberge. Tout d'abord, il y a la rééducation vestibulaire, dont les séances permettent de compenser le mauvais fonctionnement de l'oreille interne et du vestibule grâce à divers exercices gradués de mouvement de la tête. Par exemple, comme on peut le voir sur l'image, cela comprend l'utilisation d'un fauteuil rotatoire et de lunettes spéciales. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale qui peut être utilisée chez les patients souffrant de vertiges chroniques, l'adaptation de l'environnement physique du lieu de travail et de la maison afin qu'il soit le plus sécuritaire possible en cas d'attaque soudaine de crise. L'ergothérapeute peut aussi donner des techniques pour réduire la quantité de mouvements nécessaires pour s'asseoir en toute sécurité au début d'une attaque et des moyens alternatifs pour effectuer certaines tâches. Il peut aider le client à s'engager dans des activités signifiantes et ces interventions permettent aux clients d'être beaucoup plus indépendants dans leurs activités de la vie quotidienne. Finalement, il y a les traitements chirurgicaux qui sont utilisés lorsque tous les autres traitements et interventions ne fonctionnent pas. La chirurgie est habituellement réservée aux cas réfractaires et graves car elle peut avoir pour conséquence une perte d'audition. On retrouve la décompression du sac endolymphatique, la section du nerf vestibulaire et la labyrinthectomie qui est la plus efficace mais qui entraîne une perte complète et irréversible de l'audition. La maladie de Ménière a un très grand impact sur la vie des gens atteints. Toutefois, les impacts d'un individu à l'autre sont différents. Les gens deviennent limités dans plusieurs activités et leur participation est affectée. Les gens sont angoissés de leur crise, de vertige qui peuvent survenir à n'importe quel moment.
Lorsque les symptômes de vertige persistent, cela devient invalidant pour les jeunes. En lien avec ces crises inattendues, la conduite d'auto peut être difficile chez certaines personnes. Cette activité de la vie quotidienne va être entravée. Les gens vont soit arrêter de conduire ou soit ils vont diminuer leur sortie en voiture. Parfois même, le permis de conduire des gens va être enlevé selon l'indication d'un médecin. Ils ont donc besoin d'être accompagnés plus souvent, tant et aussi longtemps que leurs états ne sont pas diminués. Les gens peuvent même diminuer leur sortie de la maison. S'ils ont des vertiges, ils deviennent à risque de chute et de blessures. Les gens qui ont développé des problèmes d'audition plus graves vont parfois devenir frustrés face au fait que la communication peut devenir difficile pour eux. Cela devient invalidant pour ces personnes car ils auront besoin d'appareils auditifs. La vie professionnelle peut être aussi affectée car certaines personnes devraient s'absenter du travail et parfois ils devront avoir une réorientation professionnelle, notamment pour les gens travaillant en hauteur ou conduisant des véhicules. Selon une étude de Yuan et collaborateurs de 2015 faite auprès de 109 patients ayant différents troubles de vertige, dont 28 personnes ayant la maladie de Ménière, 50% d'eux souffraient d'anxiété et 28,6% d'une dépression. Également, selon une autre étude de Patel et collaborateurs de 2020, faite auprès de 6587 personnes, démontre que presque 50% des gens atteints de la maladie de Ménière vont souffrir d'une dépression. Pour terminer, la maladie de Ménière est un trouble affectant l'oreille interne qui va entraîner des vertiges, des acouphènes et des pertes d'audition. Cependant, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir la maladie, mais il y en a qui permettent de diminuer les symptômes. Avec l'avancement de la technologie, la réalité virtuelle devient une opportunité de traitement afin d'améliorer la qualité de vie des patients comme Mme Roberge. Dans un avenir rapproché, y aura-t-il des traitements qui permettront de guérir complètement la maladie de Ménière?